Benoît, merci à Rémi pour l'invitation, merci d'être venu. Donc moi je suis Stéphane Schulz, je suis le fondateur de 15 Marches, qui est un cabinet de conseil. Donc on a la chance d'être un peu au cœur de la transformation numérique, puisqu'on travaille à la fois pour des startups, pour des incubateurs de startups, mais aussi pour des grands groupes. Et moi personnellement je viens d'un grand groupe, puisque j'ai passé plus de 10 ans dans le groupe SNCF, donc j'essaye un petit peu de connaître vos métiers, vos problématiques. Donc, mon approche est simple, c'est d'essayer de décrypter en fait ce qui est en train de se passer, pour vous apporter en fait ce qui est nécessaire pour vous, c'est-à-dire vous faire gagner du temps. Et c'est vis-à-vis des startups de les aider à comprendre aussi comment fonctionne quelque part la société et l'économie, et comment fonctionnent les acteurs comme vous. Donc pourquoi s'intéresser à la transformation numérique? D'abord, c'est parce que c'est vous qui êtes demandeur si vous êtes là aujourd'hui. Il y a eu un sondage récent en fait de KPMG, c'est un sondage mondial auprès de plus de 4000 dirigeants. Et donc vous avez, pour les réponses françaises, globalement, il y a une première information, c'est que la crise est derrière nous. C'est-à-dire quand on demande en fait aux patrons, aux patronnes comment ça se passe, comment vous sentez-vous vis-à-vis de l'économie, ils disent nous, notre problème principal, c'est plus la crise de 2008, elle est derrière nous. Et notre problème principal, c'est l'arrivée des nouveaux entrants qui perturbent notre modèle économique. Donc, vous voyez, 91% en fait donnent cet élément comme un élément, un sujet d'inquiétude en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus au niveau mondial, c'est 74%, donc on a bien une surpondération de ce critère en France. Merci aux médias sur l'ubérisation et ces thèmes-là sur lesquels on aura l'occasion de revenir. On voit aussi qu'il y a à la fois une inquiétude sur la fidélité des clients, sur les questions de technologie, comment je peux maintenir mon entreprise en fait, au rythme des nouvelles technologies, et puis plus globalement la pertinence de mes produits et services en fait, et le rapport avec le client. Donc ça, ce sont des notions qu'on va essayer de voir ensemble calmement, avec des exemples, de façon à ce que si je fais bien mon travail, en fait, à la fin de cette session, vous aurez une idée beaucoup plus claire, beaucoup plus précise de ce que c'est que la transformation numérique. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il y a un très grand mouvement aujourd'hui qui vise d'une manière un petit peu manichéenne à dire il y a les licornes, hein, donc on a tout ça à l'esprit de ces licornes, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis Blablacar maintenant, Criteo. Et puis vous, là, vous êtes en train d'essayer de perdre du poids en courant parce que vous êtes trop gros, trop lent, etc. Donc là aussi, moi, mon approche, elle est plus pragmatique que ça. Je ne pense pas qu'il y aura une révolution aussi forte que ça. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez à retirer finalement du succès de ces entreprises-là, au-delà des produits et services que vous voyez et que vous utilisez sûrement. Qu'est-ce que vous avez à en retirer et comment vous-même vous pouvez les y. Donc évidemment, quand on pense à la transition numérique, la révolution numérique, on a ces exemples, un peu vous voyez ces marques-là qui font complètement partie de nos quotidiens, qui sont déjà en fait des marques très récentes, mais qui sont dans les marques les plus connues du monde. Et puis on a la première chose qui vient à l'esprit quand on est entrepreneur, c'est choquant, finalement, Blablacar, Uber, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de chauffeur, et ils ont énormément de succès. Airbnb a autant de logements disponibles que la chaîne Marriott, qui est une des premières chaînes mondiale. Et donc on est finalement dans une première approche qui est un peu une approche dans le rétroviseur, à se dire finalement qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ces entreprises-là, qu'est-ce que leur modèle change par rapport à ce qu'on connaissait, c'est-à-dire eux ils ne créent pas d'applications, ce sont des plateformes, eux ils ne créent pas de contenu, YouTube, Facebook, etc. Ça c'est une première approche qui est un peu manichéenne, qui consiste à dire mais je suis bouleversé, comment ça fonctionne. Et puis on a des nouveaux entrants, en fait, les nouveaux entrants qui suscitaient l'inquiétude de nos patrons. C'est pas que le numérique, c'est-à-dire dans un premier temps on se disait mais finalement bon la musique je vois bien, les médias je vois bien, la culture je vois bien. Et là hop, on a Tesla, donc Tesla fabricant d'automobiles, mais société technologique qui lui-même entre en fait dans le marché automobile et il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de Tesla en ce moment. Alors il entre évidemment avec énormément de robots, énormément de technologie, mais ce qui le fait remarquer, c'est pas tant que ça, c'est pas tellement des sujets de technologie, c'est aussi des sujets de ce qu'on appelle nous le go-to-market, c'est-à-dire d'approche du marché, des sujets de stratégie, des sujets de partenariat. Et puis si on continue, alors on va rester chez Elon Musk, là aussi on a bien une preuve avec SpaceX, hein, si vous suivez, il y a un lancement cette nuit, hein. Si vous suivez l'aventure de SpaceX, qui est une société qui date de 2003, hein, donc qui est une société extrêmement récente, hein, vous voyez que finalement, dans l'industrie, une des industries les plus complexes, une des industries les plus réglementées, une des industries qui nécessite le plus de capitaux, vous avez la possibilité de lancer une start-up. SpaceX est une start-up avec le succès qu'on connaît. Le dernier appel en fait, pour lancer des satellites, le concurrent de SpaceX, qui est un peu la société historique ULA, n'a même pas répondu à l'appel d'offres parce qu'ils étaient incapables de s'aligner sur les prix de SpaceX.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus, en fait, la transformation numérique ne concerne pas que les sociétés du web, elle ne concerne pas que les sujets, on va dire, facilement dématérialisables, elle concerne l'ensemble des domaines d'activité, puisqu'en gros, on peut lancer des fusées avec ces méthodes-là. Et donc on revient à l'inquiétude. Finalement, l'inquiétude des dirigeants aujourd'hui, elle n'est pas tant de perdre de job, alors on a tous l'idée de Kodak, Kodakisation, etc. Elle n'est pas tant de perdre leur job, mais finalement de redescendre dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire de devenir quelque part le Foxconn des GAFA. Tout le monde sait ce que c'est Foxconn, hein. Donc le sous-traitant, c'est le sous-traitant qui fabrique en fait des téléphones et des appareils électroniques pour toutes les grandes marques, c'est en Chine. Donc c'est cette idée, là vous avez ici le patron de Mercedes, donc voyant ce qui se passe avec Tesla, voyant tout ce qui est en train de bouger dans la voiture, qui dit mais finalement moi j'ai pas envie de devenir sous-traitant de ces gens-là. Je veux dire, donc on a vraiment cette question, la transformation numérique, là où elle est perturbante, c'est que c'est pas un combat, on va dire, du fort contre le faible, de l'agile contre le lent, du fils contre le père, c'est pas un combat de génération, c'est un changement de la carte. Si on prend l'image de la bataille, c'est la carte totale qui est bouleversée, et notamment cette carte de chaîne de valeur, en fait, c'est très important dans les notions de modèle économique. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez être dans le modèle économique du futur? Est-ce que Mercedes continuera quelque part à fixer ses prix? Est-ce que Mercedes continuera à faire le design de ses voitures? Est-ce qu'il aura toujours le rapport avec ses utilisateurs finaux, ou est-ce que ce sera quelque part, il sera juste le sous-traitant dans une chaîne de valeur qu'on maîtrise? Remplacer Mercedes par Accor Hotel, et vous voyez bien le problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Donc finalement, parler de transformation numérique, je pense que si on se revoit dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, on rigolera d'avoir parlé de transformation numérique. On ne parle pas de transformation électronique, on ne parle pas de transformation électrique. Hein. Et donc, je mets toujours ce petit dessin un peu drôle. Je ne sais pas si vous lisez bien, je vais vous le lire. C'est le conseil d'administration un peu familial qui dit il faut peut-être qu'on revoie notre stratégie, et c'est notre stratégie qui était de se dire qu'Internet, ça allait disparaître, quoi. Ça allait passer, c'était une mode, hein, comme tu disais tout à l'heure, et ça ne va pas. Non, ça ne va pas disparaître, et on va voir pourquoi. Et il est temps maintenant d'avoir une véritable stratégie en accord avec les possibilités d'Internet, et pas une stratégie Internet. D'ailleurs, le sujet, les gens qui m'appellent en me disant je voudrais qu'on travaille ma stratégie numérique ou digitale, je leur dis excusez-moi, on va travailler votre stratégie en fonction de ce que le digital a changé dans la vie des gens, pas votre stratégie digitale, sinon c'est une mauvaise approche. Donc en gros, la transformation numérique, quand on essaye de la définir, en fait, ce qui est compliqué, c'est comme d'autres buzzwords, comme d'autres mots à la mode, on confond la fin et les moyens. C'est-à-dire, vous avez des sociétés logicielles, des éditeurs logiciels qui vont dire « moi je fais la transformation numérique ». Hein, vous avez des sociétés de management qui font le management du changement qui vont dire « je fais la transformation numérique ». Donc l'idée, en fait, si vous prenez un iceberg, c'est qu'il faut voir ça du point de vue du client. C'est vraiment l'élément important, c'est-à-dire la grille de lecture que nous proposons, c'est une grille vue du client. C'est-à-dire vue du client, vous avez la partie émergée sur les produits et services, les usages, on va avoir ça, qui est la relation avec le client qui change aussi avec le numérique. Et puis vous avez toute la partie immergée ici, donc les process, les outils qu'utilisent les entreprises, que vous utilisez, et puis, on va dire profondément, mais ça ne veut pas dire que c'est mineur, c'est au contraire totalement majeur, vous pouvez retourner l'iceberg, c'est la culture, et cette culture qui est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, ce vrai changement, il est culturel dans la manière d'aborder un business, et dans la manière de construire des produits, dans la manière d'établir un lien avec ses clients. C'est bon? On y va. Donc les nouveaux usages, ça ne vous a pas échappé, vous-même, vos salariés, vos enfants, on a changé. On ne fonctionne plus de la même façon, je vous ai vu avec votre téléphone, moi aussi, le mien est là. On passe énormément de temps sur Internet, ça a bouleversé en fait nos manières de faire, et c'est pourtant extrêmement récent. Et donc la particularité, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de se dire finalement on faisait comment avant. Vous voyez, avant, il n'y a pas si longtemps, c'est quand on avait des téléphones qui n'allaient pas sur Internet. Hein. Je veux dire, c'est pas avant, je ne parle pas d'avant-guerre. Donc pensez à la manière dont vous écoutiez de la musique. Je veux dire, est-ce que vous achetiez des morceaux, des disques, vous organisiez un dîner ou une réunion, comment vous avez été informé de venir ici, comment est-ce que vous achetiez vos cadeaux de Noël ou vous prépariez vos vacances. Tout ça, ça a énormément changé. Ce sont des usages qui ont changé. Ce n'est pas la technologie qui a changé, c'est la manière de faire qui a changé. Et qu'est-ce qui a changé, en fait, c'est que on est devenus des espèces de gens surpuissants, on a des super pouvoirs qui sont là, et l'accès en fait aux super, ça nous donne un accès à des super pouvoirs. Et ce qui est vraiment nouveau en fait dans l'histoire et dans l'histoire de la consommation, c'est que c'est l'individu qui les a. C'est pas son entreprise, c'est pas sa famille, c'est pas son village, c'est pas son élu, c'est lui qui a le pouvoir. Hein, ce que les Anglais appellent l'empowerment en fait. Et c'est quoi? C'est en gros de partout, tout le temps, et comme je veux, c'est-à-dire avec l'appareil que je veux, avec le moyen que je veux,
j'ai accès finalement à quelque part à toutes ces richesses. Et le pire, c'est que c'est souvent gratuit en plus. Une erreur classique, en fait, c'est de se dire que ça concerne qu'une partie de la population. Je lis encore des gens qui disent le numérique c'est pour les geeks, le numérique c'est pour les jeunes, le numérique c'est pour les riches. Malheureusement non, c'est un changement beaucoup plus puissant et il y a énormément de faux amis. Il y a énormément d'idées reçues en fait qui sont fausses. Donc quand on est consultant, on doit sortir quelques chiffres. Donc on est allé regarder le CREDOC. Le CREDOC c'est l'observatoire officiel de la consommation. Et le CREDOC, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ici on est en 2014. En 2014, il y a autant de gens qui ont un téléphone mobile que de gens qui ont un téléphone fixe. Ça veut dire que si vous n'êtes pas accessible, si vos produits et services, si votre message n'est pas accessible sur un téléphone mobile, c'est comme si vous n'aviez pas de numéro de téléphone. Il faut quand même bien avoir ça à l'esprit vu d'utilisateur. Ok, le smartphone c'est que 46%, le taux de renouvellement des smartphones c'est tous les 18 mois et il y a grosso modo plus un téléphone qui n'a plus accès à Internet. Ça c'est la première chose. On a mené une série d'enquêtes en fait pour un grand groupe de services qui nous a démontré qu'aujourd'hui l'Internet c'est une première nécessité. L'Internet sur mobile c'est un bien de première nécessité. C'est-à-dire on pensait que l'Internet sur mobile c'était au-dessus de l'Internet pour des gens qui avaient déjà Internet, c'est faux. Car les gens qui ont le moins de moyens sont ceux qui n'ont pas d'Internet au bureau, pas d'ordinateur à la maison, ils n'ont pas accès à Internet, ils ont Internet sur leur téléphone. Et ils ont besoin d'avoir Internet, pourquoi? Pour avoir une adresse email, pour aller sur Pôle emploi, etc. etc. Donc penser que l'Internet et l'Internet sur mobile, c'est une sorte de pyramide de Maslow, où en fait, quand on aura le temps, on fera l'Internet sur mobile, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire aujourd'hui, le mobile, c'est le premier point d'accès pour la majorité des gens à vos contenus et à vos solutions. Okay. C'est pas pour rien que si vous avez la courbe d'adoption du PC, que le mobile a explosé le PC. Le mobile, c'est mondial. En fait, je veux dire, aujourd'hui, faire un contenu sur mobile, c'est avoir un accès mondial totalement standardisé. La norme GSM, le GPS, les plateformes Android et iOS, grosso modo, vous avez accès à 2 milliards d'utilisateurs. Donc on passe là aussi sur une niche. Si vous allez en Asie, si vous allez en Afrique, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont le M-Banking, la banque mobile, qu'en France. Donc là aussi, il faut faire attention aux idées reçues qui consistent à penser que quand on aura fait le reste, on s'occupera de l'Internet mobile. Donc évidemment, cet accès, ce pouvoir qu'ont les gens, ça donne une accélération dans la diffusion des pratiques et ça donne une accélération dans la diffusion des produits. Donc ce graphique, il se lit comme ça. Le téléphone a été créé en 1878 et 75 ans après, il était utilisé par 100 millions d'utilisateurs. Ici, alors en 2012, il y a un jeu qui a été créé sur Facebook qui s'appelle Candy Crush. En un an, il avait atteint 100 millions d'utilisateurs. Donc ça dit deux choses. Ça dit qu'il y a des opportunités de business énormes, mais ça dit aussi que la vitesse d'adoption vous oblige, vous, dans vos métiers, à avoir une veille extrêmement précise, parce que le tout petit truc qui commence à plaire à une certaine catégorie peut atteindre 100 millions d'utilisateurs en un an ou 2 ans, qui a à peu près le temps de mise en œuvre de n'importe quel plan dans une entreprise comme la vôtre. Donc ça aussi, ça oblige, il ne faut pas devenir parano, mais ça oblige à être extrêmement vigilant et à ne pas traiter par-dessus. On n'attend pas que la personne ait 30% de part de marché pour s'en occuper. Donc, produits et services. On a vu les usages, donc il faut des produits et services qui répondent à minima à ces usages, voire qu'ils soient capables de les anticiper. Donc là aussi, une erreur classique, en fait, c'est de penser qu'Internet, c'est le dernier moyen de faire la même chose. C'est-à-dire, on avait un certain nombre de canaux, on avait un certain nombre de médias, et puis Internet, c'est le dernier média, ou mobile, c'est le dernier média qui va permettre de faire la même chose qu'avant. En fait, ce que dit Pierre Bélanger, qui est le fondateur de Skyrock, qui était Skyrock, ça peut faire sourire, mais c'était la personne qui a introduit les blogs en France, je veux dire. Et donc Pierre Bélanger, il dit Internet, c'est pas le dernier moyen de faire la même chose, c'est le premier moyen de faire autrement. Donc la question, c'est se dire qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec Internet que vous ne pouviez pas faire avant. C'est pas comment faire la même chose qu'avant. Évidemment, un téléphone, c'est pas qu'un téléphone. Je veux dire, d'un point de vue purement du matériel, un téléphone, ça remplace 50 appareils différents. Alors oui, c'est pas un aussi bon appareil photo que celui que j'ai, moi qui ai pris des cours de photo quand j'étais enfant et c'était ma passion. Mais c'est largement suffisant pour que ça devienne le premier appareil photo utilisé dans le monde. En 2015, il y a eu plus de photographies qui ont été prises dans le monde que dans toute l'histoire de la photographie. Et elles ont été prises par des appareils photo qui sont intégrés ici. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire cette ubiquité de cet appareil, on peut l'appeler couteau suisse, toutes les méthodes, c'est extrêmement important. Si vous considérez que ça n'est qu'un téléphone, ou même que ça n'est qu'un accès
en petite taille à Internet, vous manquez 80% en fait du business possible. C'est aussi travailler des produits et services centrés sur l'utilisateur. Je ne vous parle pas de numérique, là, ça paraît évident. Le succès d'Uber et la fameuse ubérisation, c'est d'abord lié au fait qu'on galérait pour trouver un moyen de transport à Paris à certaines heures, à certains endroits. D'ailleurs, l'ironie de l'histoire, c'est que l'histoire d'Uber, c'est, peut-être que vous avez lu, les fondateurs d'Uber, ils étaient à Paris sous la pluie, ils ne trouvaient pas de taxi. Il y avait ces belles voitures noires devant le Ritz, place Vendôme, qui ne faisaient rien, parce que leurs utilisateurs étaient dans un jacuzzi ou je ne sais où. Et du coup, ils ont dit, mais si on pouvait juste prendre ces voitures pour 10 minutes, ça serait extraordinaire. Bah tiens, inventons-le, faisons-le. Donc du coup, c'est quoi en fait la promesse de ces entreprises, en fait, de ces nouveaux entrants, de cette nouvelle économie? Elle est évidente, c'est régler les problèmes des utilisateurs. C'est comment est-ce qu'on peut régler le problème du transport, comment est-ce qu'on peut leur faire gagner du temps, comment est-ce qu'on peut enlever les frictions, ça c'est quand même important, parce que par cette notion de friction, il y a toute cette notion de pénibilité, vous avez un problème, écrivez. Ah mais non, moi je ne veux pas écrire, moi je vais envoyer un SMS. Ah oui, mais alors téléphonez, etc. Il y a toute cette notion en fait d'imposer le canal aux gens, le canal de relation avec vous, ça on verra tout à l'heure. Puis enfin, il y a évidemment leur faire gagner de l'argent, mais on voit que quand on interroge les gens, les utilisateurs d'Uber et de Lyft, qui est le concurrent d'Uber aux États-Unis, c'est quoi la première raison pour laquelle vous utilisez ça? On pourrait dire c'est le prix, on pourrait dire c'est la disponibilité. La première raison, c'est la facilité de payer. Première raison d'utilisation d'Uber, c'est la facilité de payer. Dans l'aide des problèmes. Vous pouvez gagner du temps. Pas besoin d'avoir de l'argent. Okay. Évidemment, plus que jamais, avec le numérique, on a un mélange entre produits et services. C'est quoi aujourd'hui votre métier? Est-ce que vous vendez des produits ou est-ce que vous vendez le service? Est-ce que vous vendez le service ou est-ce que... Vous connaissez ça? Ça date de 1941. Hein, c'est Sears, c'est la tour Sears à Chicago, donc c'est l'équivalent du bon marché. Hein, on est vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire quand vous lisez les discours et quand vous lisez la vision en fait, des gens qui font qui créent des produits et services sur le numérique, ils ne sont plus à dire je vends des voitures, je ne vends pas une Tesla ou je ne vends pas un service. Ils vendent des idées, des sensations. Ça peut paraître un peu enfoncer des portes ouvertes, mais il faut bien garder ça à l'esprit, parce que c'est dans cet esprit-là qu'ils créent des startups, et c'est ça qui fait leur succès. Aujourd'hui, on ne sait plus non plus dans le produit et service qu'est-ce qui est du hardware et qu'est-ce qui est du software. Ici, vous avez la Tesla, vous aurez ça demain dans les Audi, dans les nouvelles qui sortent. Les voitures, elles sont mises à jour, comme votre ordinateur. C'est-à-dire, vous avez une meilleure voiture tous les mois ou tous les 2 mois, ou régulièrement. Vous avez une mise à jour. Vous mettez votre voiture au moment où vous la rechargez, il y a une prise Wi-Fi et elle vous charge des nouvelles fonctionnalités dessus. Donc vous imaginez le potentiel de distribution des objets connectés demain. C'est-à-dire si vous commencez à avoir des objets qui sont connectés, vous allez réinventer toute votre chaîne de distribution, toute votre chaîne marketing, vous allez vendre des abonnements plutôt que de la possession, etc. Parce que vous allez plus avoir les barrières physiques qu'il y avait avant, il fallait que les gens repassent au magasin, il fallait leur proposer des nouvelles options, etc. Là vous avez la possibilité de la distribuer. Okay. Et puis vous pouvez faire le levier de la multitude, donc ça c'est vraiment un élément essentiel du numérique. Ce qui a fait le succès d'Apple, c'est pas tant le téléphone que son App Store. C'est-à-dire la possibilité à des centaines de milliers de développeurs de créer très facilement, pour un coût très modique, des applications qui allaient toucher des centaines de millions d'utilisateurs. 2007, Nokia, qui a eu un Nokia en fait, un téléphone Nokia? Nokia, 65% de part de marché, en 2007. Là, Nokia, donc, qui est devenu Windows Phone, etc., moins de 1% de part de marché cette année. Comment vous imaginez une destruction de valeur pareille? Parce qu'ils étaient leaders, c'est toujours un problème, les leaders, il faut s'interroger. Et ensuite, ils n'ont pas cru à la plateforme, c'est-à-dire ils n'ont pas cru à ces App Stores, ce qu'on appelle les App Stores, c'est-à-dire ils n'ont pas cru à la nécessité d'ouvrir en fait leurs solutions pour que d'autres puissent créer des solutions qui fonctionnent sur leur téléphone. Ce qu'a fait Apple, ce qu'a fait Android ensuite, c'est moi je vais faire travailler beaucoup de gens, je vais consacrer beaucoup de moyens pour que vous-même puissiez créer de la valeur sur les solutions. Et du coup, ma solution va devenir une plateforme de distribution de vos solutions. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir dans la transformation numérique, c'est ça. C'est que l'essentiel de la puissance et l'essentiel de la créativité est à l'extérieur de votre organisation, et c'est à vous d'arriver à la capter. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera, et vous deviendrez comme Nokia. Il y a une théorie qui s'appelle le Burning Platform, c'est-à-dire ma plateforme brûle.
Levier de la multitude, c'est aussi que maintenant, on peut créer un produit. Si vous avez Captain Train, donc Captain Train, c'est un concurrent direct de voyage SNCF.com. Captain Train, en fait, son produit, c'est du design. Leur promesse, c'est d'être le Google de la recherche d'itinéraires de train et d'achat de billets. Donc c'est extrêmement simple. En fait, leur produit consiste à utiliser les interfaces des autres, les interfaces informatiques des autres, et de faciliter l'expérience utilisateur dans ces différentes interfaces. Donc, ça peut paraître anodin, ils avaient 1,4 million d'utilisateurs, ils viennent d'être vendus il y a un mois 200 millions de dollars à une société anglaise, Trainline, qui fait la même chose et qui voulait conquérir l'Europe avec ça. Et eux-mêmes maintenant s'interrogent en se disant nous-mêmes on pourrait devenir une ressource pour d'autres services qui nous utiliseraient. Donc on a aussi là, c'est quelque chose de complètement nouveau dans le business, c'est-à-dire on n'est plus à maîtriser finalement toute sa chaîne de distribution, toute sa filière en fait. On est à la fois à utiliser les ressources des autres et à devenir une ressource pour les autres dans des modèles qui sont totalement différents. Mais au-delà du modèle, c'est d'abord culturel. Ce qui a empêché Nokia de devenir une plateforme, c'était d'abord culturel, c'était pas un choix stratégique. Ok, je redescends. Donc, relations, le produit et les relations. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus à vous de décider comment vous allez rentrer en contact avec vos utilisateurs et avec les utilisateurs de vos concurrents. On ne peut plus dire ah c'est super, on va supprimer le central téléphonique parce que les gens ils vont tweeter. Non, c'est plus et c'est où. Pendant un temps on a pensé, on a dit on va mettre des distributeurs automatiques et puis après on va passer sur internet, hier on va faire des économies. Non, c'est fini ça. Maintenant c'est lui qui décide. Et s'il a envie de vous répondre sur Twitter et vous lui dites non, envoyez-moi un courrier à Arras parce qu'il y a eu un problème sur mon train, vous avez intérêt à faire gaffe parce qu'il y a du monde sur Twitter et il va se gêner. Vous avez intérêt. Ça, c'est Google qui avait développé ce principe. Dans les bonnes études de marketing et de commerce, on apprend qu'il y a des moments de vérité. Il y a les moments de vérité de l'acheteur. Le premier moment, c'est le stimulus. Je vois une publicité. Ah, j'ai envie d'acheter ce rasoir. Ensuite, deuxième moment, je suis au rayon du supermarché. Il y a tout le packaging, le merchandising. Ce rasoir est bien, je vous le prends. Et le troisième moment, c'est j'essaye le rasoir. Je suis content. J'ai validé mon moment de vérité. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait avec Internet? C'est que au moment où j'ai mon stimulus, presque instantanément, je vais aller sur le web. Je vais aller faire de la recherche, je vais regarder ce que c'est. Je vais éventuellement voir des revues utilisateurs qui sont mieux classées sur Google que le discours de... je vais aller regarder des vidéos et puis je vais demander à mes copains. Alors, pas pour le rasoir, mais pour énormément de choses, pour les vacances, pour acheter une bagnole, etc. Et ça, en plus, ils sont vaches Google, c'est qu'ils le tracent. Donc ils vont tracer pour l'achat d'une voiture, le nombre de sites que les gens sont allés voir, pendant combien de temps avant, etc. Donc ça veut dire que tout l'argent qu'on mettait avant dans le packaging, dans le rayon, dans le merchandising, dans la force commerciale, dans les PLV, c'est trop tard. Si ça se trouve, ils sont déjà partis, vous les avez déjà perdus avant. Vous ne comprenez pas, ils n'y arrivent pas. Et quand ils arrivent en rayon, alors ça c'est encore un problème, ils en savent déjà plus que le vendeur. Hein, le vendeur chez la FNAC aujourd'hui c'est balèze, parce que la personne quand elle arrive, elle a un niveau de connaissance qui est vraiment ultra. Donc ça aussi c'est extrêmement important, c'est-à-dire si vous n'êtes pas là, il n'y a plus de moment de vérité, c'est-à-dire que vous les perdez avant qu'ils viennent. Ensuite, les réseaux sociaux, et là c'est peut-être la phase la plus visible, ça fait que chaque personne, on en parlait avant le début de la réunion, chaque personne devient un média. Alors ça ne devient pas forcément un média au sens académique du terme, il n'a pas de diplôme de journaliste, de carte de journaliste, mais le monsieur là qui vient d'avoir, il sort de l'avion qui s'est crashé et la queue de l'avion est cassée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en photo, il tweet, il a 32 000 retweets. 32 000 retweets, c'est à peu près 1 million de personnes qui ont vu ça. Et évidemment, les journalistes le contactent tout de suite en lui disant est-ce qu'on peut t'interviewer, est-ce qu'on peut vous demander, etc. Donc la personne devient une ressource. Évidemment, avec les attentats, évidemment avec les manifs, vous voyez ça tout le temps, je veux dire, vous avez les gens deviennent eux-mêmes, ils sont mieux placés, il y a le hasard, et il y a aussi des gens qui sont dedans, ils ont aujourd'hui tout ce qu'il faut pour faire du live, pour faire des journalistes. Ils ont aussi tout ce qu'il faut pour vous bousiller votre marque. Peuvent vous bousiller votre marque. Je veux dire, lui, il est rentré en discussion avec le community manager de la SNCF. C'est une discussion qui a fait énormément de bruit parce que, en gros, le community manager de la SNCF, il s'est mis à rentrer en discussion avec lui, ils se sont envoyés des vidéos de musique, de chansons, etc. Donc c'était plutôt drôle. N'empêche que ça a été vu là aussi par des millions de gens. Ça veut dire que quand vous faites votre campagne de communication qui vient à la suite d'un processus de création de produits sur lequel il y a eu plein d'arbitrages, beaucoup d'argent, beaucoup de recherche et développement, et que vous avez un zouave qui, parce qu'il n'est pas content, il vous la bousille, c'est pas du gadget.
Dire, c'est concrètement, vu l'utilisateur, c'est le même. Hein, c'est celui qui va aller demain acheter ou pas votre produit. Hein. Je veux dire, on a beau dire qu'il n'est plus devant le bon canal et pas au bon moment et que c'est pas un journaliste, ça, il le lit, il l'entend. Hein, je veux dire, ce matin, j'étais chez Blablacar, il rappelait que 80% des gens croient aux reviews en ligne, c'est-à-dire aux revues des utilisateurs en ligne. Pas du tout le même chiffre pour les discours commerciaux, pour les publicités à la télé, etc. Donc vous pouvez trouver ça bien ou pas bien, c'est une réalité. Donc vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Vous devez aussi être proactif. Je reparle de Captain Train ici, ce qui est les armes de Captain Train, elles sont faibles. Captain Train, une petite entreprise, une petite start-up, ils n'ont pas du tout le service commercial. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent tout ce qu'ils font. Ils ont un blog en fait, donc ils sont présents sur les réseaux sociaux, mais ils ont du contenu aussi, et donc ils expliquent leur choix. Ils expliquent presque au niveau technique, hein. Ils disent pourquoi est-ce qu'on clique là et ensuite là, ils expliquent ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire et créer un compte pour acheter un billet de train? Grosse discussion. Et du coup, ils rentrent dans le dialogue, et du coup, alors ça ne touche pas forcément le grand public, mais ça va toucher tous les prescripteurs, ça va toucher tous les gens qui vont en parler, et ça va leur construire une confiance et une loyauté. Et la confiance et la loyauté, c'est la principale valeur à l'heure numérique. Ce n'est pas le nombre de clients, le nombre d'emails que vous avez. Hein, c'est plus ça le CRM. Le CRM, c'est la loyauté des gens. Encore plus loin, on voyait tout à l'heure que maintenant il y a ces grandes plateformes qui mettent en relation des gens. Donc ici, c'est une soirée Airbnb. Ils sont plus là, ils n'ont plus de guichet, vous ne pouvez pas sonner à la porte, vous ne pouvez pas toucher une personne, vous êtes en ligne, c'est un peu angoissant, c'est un peu flippant. Donc ils sont obligés de investir dans la confiance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent, en fait, ils réservent des restaurants et ils font des grandes réunions. Alors, il y a jusqu'à 8000 personnes, hein. À Paris il y avait 8000 personnes, alors c'est tombé le 12 novembre, dommage. Mais c'est des choses qu'ils font régulièrement. Ils le font dans des villes aussi quand ils veulent développer des villes, des destinations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent un coup à boire et puis ils laissent les gens parler entre eux. Ils mettent les gens en condition de parler, d'échanger entre eux, parce qu'ils savent que la confiance, elle viendra de l'appairage, en fait, de la recommandation des gens entre eux. Donc ça aussi, c'est une nouvelle manière d'avoir une relation avec son client. C'est pas forcément de vouloir lui dire ce qu'il doit penser, c'est pas seulement l'écouter, c'est de faire qu'il ait envie de parler avec les autres, que les initiés parlent aux non-initiés, que les questions se posent et que la confiance, qui est d'abord le propre de l'humain, l'un avec l'autre, se développe. Donc en résumé, très caricaturalement, jusqu'aux années 90, la relation client, c'était la télé de maçon et le temps de cerveau disponible. C'était donne-moi ta tête qu'à 20h30 que je te martèle la publicité. Dans les années 2000, on a commencé à avoir les réseaux sociaux, on a commencé un peu à pouvoir discuter en ligne, à avoir ces échanges-là. Et puis là, on rentre, en fait, ceux qui sont plus en avant, ils créent les conditions pour que les clients discutent entre eux. Remplacer marque commerciale par politique, vous avez à peu près les mêmes sujets. C'est, je veux dire, le discours qui descend, on écoute, et maintenant, Obama, toute la campagne de 2008 de Obama, s'est faite sur une base communautaire où il donnait des gens aux outils pour discuter, pour argumenter, pour les convaincre. On descend sous le niveau de la mer. Donc jusque-là, c'est ce qu'on voyait. Non, c'est ce que le client ne voit pas et qu'il ne veut pas voir. Donc, qu'est-ce que vous savez de vos clients? Je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les sociétés technologiques, les fameux nouveaux entrants, ils ne prennent des décisions que sur la base de données. Ce sont des mathématiciens. Quand vous regardez les profils qu'ils recrutent, c'est des computer science et c'est des mathématiciens. Ce sont des gens, en fait, qui veulent valider tout ce qu'ils font. J'ai rencontré la directrice marketing d'Airbnb, je lui ai posé la question. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Elle m'a dit, avant, j'ai vendé des téléphones. Je travaillais chez un grand constructeur de téléphones. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui a changé dans ton métier de travailler pour Airbnb ou de travailler pour les téléphones? Et ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est le principal changement, c'est que quand je fais quelque chose, dans l'heure, j'ai les résultats. Tout ce que je fais, j'ai des datas, j'ai des données, pardon, j'ai des résultats, j'ai des indicateurs, je sais ce qui se passe. Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'avant, c'est comme ça. C'est les fameux 50% de publicité, 50% des publicités servent à rien, mais on ne sait pas lesquelles. Donc dans les années 80, on essayait de demander des emails, des cartes de fidélité pour savoir ce que les gens achetaient. Au bout d'un moment, on a quand même musclé les enquêtes, segmentation. Alors, ça date des années 30, d'accord, 90. Avec la numérisation, la digitalisation, etc., on commence à mettre des cookies, on commence à analyser ce que les gens font en ligne, et maintenant on commence à prédire ce qu'ils font. Ça, c'est un élément important. Là aussi, c'est pas que en ligne. Aujourd'hui, on commence à développer, alors c'est balbutiant, les technologies ne sont pas encore bien finies, on est capable de suivre les gens dans les magasins comme on les suit sur un site web. On est capable de voir ce qu'ils ont fait. On est évidemment aussi capable de voir ce qu'ils font en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter en ligne un produit qui est devant nous. Alors moi, je le fais régulièrement, je vais à la FNAC et puis j'achète avec l'appli Amazon. C'est vache, mais c'est moins cher.
Donc là aussi, il n'y a plus le e-commerce, ça ne veut plus rien dire, je veux dire. Donc ça aussi, on est capable maintenant de suivre les gens et d'analyser ce qu'ils font, et sur des grandes masses. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui intéresse les marchands, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des grandes masses d'informations. Il n'y a pas que les marchands. Ici, vous avez la ville de New York qui a mis en place un numéro de téléphone qui s'appelle le 311, comme le 112 chez nous, pour signaler tout problème. Ça, c'est la politique de Bloomberg dans les années 80. Vous avez le moindre problème, vous m'appelez, on règle ce problème-là. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est compilé, tout est analysé. Donc ici, vous avez évidemment, vers midi, vous avez surtout des problèmes liés à la route, des nids de poules, etc. Et la nuit, vous avez surtout des problèmes liés au bruit. Donc non seulement ils compilent ça, ils l'analysent, en plus ils le mettent en open data. C'est-à-dire ils ouvrent les données pour des gens qui vendent des facilities, donc des opérateurs de services, etc., qui peuvent avoir besoin de ces données pour améliorer leurs services, leurs équipes, etc. Donc là, vous avez une illustration en fait de ce que c'est prendre des décisions par la donnée. Évidemment, quand on pousse la chose, et avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça va être de plus en plus, vous avez la possibilité de savoir ce que les gens font sur un site internet, qu'est-ce qu'ils regardent, ou sur une publicité. Donc ça, c'est un petit système, alors il faut être volontaire, qui va à la fois filmer vos pupilles, et qui va filmer ce que vous regardez. Donc il va être capable de voir que, bien évidemment, c'est le visage de l'enfant qui est le plus regardé sur un site. Où est-ce que vous devez mettre votre bouton « Acheter maintenant » les couches là. Vous mettez là. Là aussi, ça pousse à l'extrême. C'est pas l'avis du designer, c'est pas l'avis du directeur de la communication, directrice relation client. C'est des data. Ils vont faire un test là, ils vont mettre le bouton là, ils vont mettre le bouton là, et ils vont regarder ce qui se passe. Donc concrètement, vous avez sûrement des sites internet. Vous avez la possibilité, vous rajoutez une fonctionnalité dans le site et vous voyez instantanément en fait ce qui se passe en ligne. Et vous voyez instantanément le résultat. Moi, je fais mon marché le samedi matin, c'est à peu près exactement ce qui se passe sur l'étal du marchand. Je veux dire, il va mettre ses promos en avant, boum, les gens se précipitent, il les enlève, les gens se précipitent moins. Rien de nouveau. Tout ce que je vous dis, c'est rien de nouveau. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être fait à une échelle industrielle. Quand vous avez 3478 visiteurs par seconde, on commence à être sur un gros site. Évidemment, quand vous avez ça et que vous êtes ingénieur, mathématicien, vous allez avoir envie de tester des choses. Vous allez dire, c'est bien joli de voir en temps réel, mais moi je voudrais tester. Donc qu'est-ce qu'ils font? Vous avez 15 000 utilisateurs, vous allez prendre les 1000 premiers, vous allez faire 3 paquets de 333, 3 paquets de 500, et vous allez tester un coup le bouton il est rouge, un coup il est bleu, un coup il est jaune. Et vous allez juste regarder, c'est-à-dire, c'est pas votre avis qui compte, c'est la donnée. Et là vous allez voir que ici, il y a 3,2% de gens qui ont cliqué, et on garde ça pour les 14 500 suivants. C'est ça ce qu'on appelle les A/B testing. Donc ça aussi, c'est une manière de concevoir des choses. Ça n'enlève pas la créativité, mais ça permet de valider des options, et ça aussi, ça existe au niveau industriel. Après, vous pouvez aussi modéliser ça, donc je n'utiliserai pas le terme Big Data, non, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup de données, vous pouvez tester, vous avez des modèles en fait qui vont tester des occurrences, c'est-à-dire combien de fois ça arrive quand je fais ça. Ici, vous avez Uber, je parle beaucoup d'Uber. Ils ont modélisé une semaine de déplacement à San Francisco avec Uber, donc ils ont énormément de données sur les utilisateurs, sur ce qu'ils font. Ils ont appliqué donc, ce modèle bayésien, donc, qui est un principe mathématique, et ils ont appliqué ça sur la semaine suivante. Donc ils ont déduit, en fait, ils ont projeté les déplacements de la semaine suivante, et après ils ont regardé ce qui s'est passé la semaine suivante et ils ont comparé. Ils ont trouvé, grâce à leur modèle, 3 déplacements sur 4. Donc Uber, société technologique, est capable de prévoir 3 déplacements sur 4 sur un périmètre comme une ville de San Francisco. Elle est là, la valeur d'Uber. Elle n'est pas dans le fait de piquer le boulot des taxis. Uber, c'est une société technologique. Ils sont capables de prédire 3 déplacements sur 4. Évidemment, une fois que vous commencez à prédire des comportements d'achat, vous allez avoir envie d'influencer les gens. C'est les fameux nudges. Donc ça, c'est ma page Amazon à moi. Amazon, il a regardé ce que je faisais moi, il a regardé ce que faisaient des utilisateurs qui avaient acheté la même chose que moi, il avait regardé sur la durée, etc. Il a commencé à me faire des propositions. Alors, j'ai acheté aucun de ses bouquins. Ça n'a pas marché du tout, parce que je vais passer sur Amazon. Puis là, vous voyez où je pars en vacances cet été, c'est dommage. En tout cas, ça va devenir aussi une politique marketing. C'est-à-dire, on va commencer à se dire, finalement, je vais lui faire des propositions plutôt pertinentes. Vous avez l'équivalent avec Criteo sur la publicité. Le principe de Criteo, c'est de dire que, quitte à vendre dans l'espace publicitaire, autant qu'il soit le plus pertinent possible pour la personne. Et puis, alors, étape suivante, on est dans la science-fiction. Ça, c'est un brevet
donc un brevet qui a été déposé ici, un brevet bureau des brevets américains. Donc Amazon a déposé un brevet qui lui permet de lancer le shipping, donc de lancer la livraison d'un produit avant que vous l'ayez commandé. Donc Amazon peut lancer la livraison d'un produit avant que vous l'ayez commandé. Et c'est breveté. On rappelle qu'Amazon a le brevet du one click, hein. Je veux dire, quand vous achetez en un clic sur iTunes, iTunes paye des royalties à Amazon. Donc ça, comment ils sont capables de faire ça? Alors j'ai un copain chez Auchan, il m'a dit, mais tu sais, nous on fait ça évidemment. Évidemment, on préapprovisionne des bûches de Noël à Noël et des glaces et de la bière en l'euro. Ok. Et là, on est quand même à une échelle à la fois industrielle et qui peut être extrêmement précise. Là aussi, ce qui est important, c'est que la valeur de ces sociétés, elle est évidemment dans l'infrastructure, mais elle est aussi dans cette capacité en fait à rapprocher l'offre et la demande. Si aujourd'hui toutes ces entreprises sont en train de s'intéresser à la voiture autonome et à la voiture en général, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils ont cette capacité de rapprocher l'offre et la demande. Ils l'ont fait pour l'informatique, hein. Le cloud, c'est eux qui l'ont fait. Donc ils le feront dans le physique aussi. Ok? Dessin. Là, on avait le process. Donc ce qu'il faut retenir, c'est des décisions basées sur des données. C'est pas un petit département de nerds qui compile des données dans un coin. C'est au cœur de la manière de fonctionner l'entreprise et de prendre des décisions. Puis on descend. Donc, comment est-ce qu'on crée justement des produits? Là, on a vu comment est-ce qu'on les distribuait, comment est-ce qu'on faisait le rassort, comment est-ce qu'on crée des produits. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des sociétés qui ont commencé toutes petites et qui ont, dans la mesure du possible, cherché à garder cette culture en fait du test and learn, donc d'apprendre, on dit l'échec, mais finalement c'est d'institutionnaliser en fait ces boucles de conception, on prototype, on provoque, on se trompe, on recommence, on réessaye, etc. Et ensuite seulement on lance. Ça veut dire que ce n'est pas des sociétés où vous allez trouver des diagrammes de Gantt partagés par 250 personnes dans un projet pour des plans à 5 ans. C'est pas comme ça que c'est. Ça ne les empêche pas d'avoir des très grands projets. Et leur manière de fonctionner, elle est beaucoup plus agile. Vous savez, j'ai utilisé l'adjectif. Et elle va être plutôt dans ce mode de fonctionnement-là que vous allez retrouver dans une boîte de design, que vous allez retrouver chez un artisan. Un artisan, c'est comme ça qu'il bosse. La Blacard, c'est écrit partout sur les murs. Leur devise, c'est on favorise la création, je veux dire, mais on la fait, on l'utilise. Et si ça ne marche pas, on recommence. C'est-à-dire que vous utilisez, vous ne pouvez pas bosser chez Blablacar si vous n'êtes pas covoitureur. Et tout ce qu'ils inventent, ils le testent d'abord sur eux-mêmes. Exemple, qui a eu un Palm Pilot? Le Palm Pilot, c'est un type absolument génial qui s'appelle Jeff Hawkins, ça date de 95. Donc 95, c'est le premier navigateur Netscape, hein, donc c'est vraiment les tout débuts d'Internet. Donc en gros, ça c'était hors ligne. Et en gros, Jeff Hawkins, il était complètement déprimé, il sortait d'un énorme échec. Il avait inventé une superbe tablette, avant tout le monde, une belle tablette, un superbe appareil technologique avec des innovations pas possibles dedans. Et ça avait été un bid complet commercial. Il en avait vendu mais quelques milliers, c'était une catastrophe, il a laissé sa chemise. Donc il avait dit plus jamais ça, je ne veux plus jamais faire un super projet de R&D que je pousse avec des capitaux qui ne sont pas à moi pour me planter. Et donc il avait ça en tête. Et puis il y avait la loi de Moore qui faisait qu'on miniaturisait, donc il avait la possibilité technologique de lancer un appareil qui est très 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 proche de ça. C'est-à-dire quand on y pense, c'était assez proche, il y avait un petit stylet en plus. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle un prétotype. C'est un jeu de mots entre pretend, donc essayer, simuler, et le prototype. C'est-à-dire plutôt que de faire une version dégradée de ce qu'il voulait, il a fait fabriquer tout simplement un morceau de bois. Un morceau de bois qui faisait exactement la taille, l'épaisseur et le poids de ce qu'il rêvait. Il a fait faire des fiches papier, des écrans tels qu'il les imaginait. Et il s'est baladé, en fait, c'est un ingénieur, donc il avait des poches dans ses chemises. Il s'est baladé avec pendant plusieurs mois. Et chaque fois, en fait, qu'il avait une occasion de prendre un rendez-vous, et ben, il écrivait dessus. Et comme il voulait vraiment faire le truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on écrivait dessus, on écrivait une lettre par-dessus l'autre. Et bien il faisait ça, il griffonnait ces trucs en écrivant une lettre par-dessus. Et ça, rien que le fait de le faire lui-même, avant que ça existe, avant de mettre des millions dans du développement, de perdre du temps, etc., ça lui a donné énormément de retours utilisateurs et ça lui a permis de faire énormément évoluer lui-même tout seul, plus que tous les focus group, etc., possible d'imaginer. C'est ça ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'avec très peu de moyens, il s'est mis tout de suite en situation de tester, là où incontestablement, s'il avait mis plus de moyens et s'il avait commencé à lancer et essayer, vous vivez ça tous les jours, c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière. Quand vous êtes parti sur une option technologique, même si tout vous dit que ça ne marchera pas, que c'est
80%, donc c'est pas bon, vous revenez plus en arrière si c'était trop compliqué. 20 ans après, Apple, c'est quand même une boîte qui a 200 milliards de cas disponibles, donc ils n'ont pas de problème pour se planter 20 fois dans 20 prototypes chers. Avant d'arriver à l'Apple Watch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, en gros, on pourrait fabriquer plein de sortes de montres différentes et puis tester plein de sortes de logiciels. Ils ont dit, nous, des logiciels, c'est facile à faire. On peut quasiment les programmer là, sur la table, etc. Le hardware, c'est pas notre truc, ça va être compliqué, ça va être long. Tout le monde va nous raconter, va y avoir des fuites, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite équipe ultra secrète et ils ont fabriqué en fait une attache de velcro avec leur téléphone. Ils ont fait construire le logiciel, c'est-à-dire ça, et ça apparaissait sur le téléphone. Et la petite crown ici, ils ont fait construire en fait un petit dispositif qui permettait d'avoir les mêmes fonctionnalités en passant par ce trou-là. Et donc, pareil, comme Jeff Hawkins 20 ans avant, ils ont vécu, ils ont testé en permanence toutes les idées qu'ils avaient, ils les développaient en logiciel et sur une montre, sur un téléphone, pardon, qui était accroché de velcro à leur poignet. On parle d'Apple. Même méthode, même manière de fonctionner, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de toutes ces fonctionnalités qui font que la montre, l'Apple Watch, n'est pas un téléphone en plus petit. Vous ne répondez pas à un SMS de la même façon, vous avez des suggestions, vous ne passez pas le même temps, etc. Et tout ça, c'est pas des grands chercheurs qui l'ont fait, c'est en testant directement, en fait, avec un prototype, c'est-à-dire avec quelque chose qui n'est pas une version dégradée d'une montre, quelque chose qui a juste les fonctionnalités suffisantes pour pouvoir tester. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille, nous, avec les startups, c'est-à-dire lancer le plus rapidement produit, non pas le produit, mais ce qu'on appelle le produit minimal viable, c'est-à-dire un produit qui a suffisamment de fonctionnalités pour vous poser les questions dont vous n'avez pas la réponse. Donc il est important de le lancer très vite. Ça, Reid Hoffman, c'est le fondateur de LinkedIn, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous lancez, si vous n'avez pas honte du produit que vous avez lancé en premier, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Vous n'avez pas du tout ça comme culture dans vos boîtes. Personne n'ose lancer un produit qui n'est pas fini. Personne n'ose dire, on va tester avec du velcro, il faut lancer un truc quand il est presque fini. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pardon, je vulgarise, mais c'est vraiment dans la culture quelque chose de très important. Ils n'ont pas peur de lancer des produits en bêta. Gmail, c'était en bêta pendant 3 ans. On parle de Gmail, c'est la boîte à cache de Google. C'était en version bêta pendant 3 ans. Il y avait le bêta pour Gmail. Pas de problème. On descend. Donc évidemment, là, on tape dans le cœur du sujet. Je vais faire attention à ce que je vais dire, mais bon, tout ça, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on manage les gens, en fait, comment faire pour mettre en place tout ça? Donc là aussi, je ne vais pas attaquer directement le cœur de la machine, je vais plutôt faire un rapport d'étonnement. Un rapport d'étonnement qui est simple, donc ça c'est un autre consultant qui a fait cette visualisation, c'est de dire, quand on dit qu'on doit coller aux besoins, aux usages, qu'on doit avoir des boucles courtes de réaction des clients, etc., il faut quand même être proche du marché. Donc le contact avec le marché, votre marché, évidemment, une start-up, 100% des gens répondent au téléphone, 100% sont sur le terrain. Je dis start-up, remplacé par TPE. À un moment donné, si vous ne voyez pas vos clients, vous avez un problème. Une TPE, PME, normalement, vous n'êtes pas très loin. On est à un étage, on est à un coup de fil, vous répondez au téléphone le soir, etc. Le problème des grands groupes, il est là. Les grands groupes, ils ont été optimisés pour autre chose que le contact avec le marché. Il y a même des grands groupes qui ont complètement offshoré le truc, délégué, etc. Donc, c'est pas grave en soi, c'est très bien pour générer du cash, de la sécurité, du contrôle, etc. C'est un vrai problème dans l'économie numérique parce que comme vous avez besoin en permanence de faire ces tests, ces cycles courts, vous ne pouvez pas faire de cycles courts ici. Vous pouvez demander à eux de venir ici, ça va être le vocal, quoi. Je veux dire, vous faites tester à des utilisateurs un velcro avec un palier partout. Après, vous avez les organisations. Les organisations, en gros, il n'y a pas d'organisation type dans une start-up, même quand elle fait la taille de Google. Donc la blague, c'est ici l'organisation d'Amazon, on considère qu'évidemment elles sont souvent autour du fondateur. En fait, le principe chez Amazon, c'est ce qu'ils appellent les two pizza teams, c'est que vous ne devez pas avoir une équipe finale qui ne puisse pas se nourrir avec 2 pizzas. En gros, qui ne tiennent pas dans cette pièce, 2 pizzas, même une dizaine. Google, c'est très bien organisé, tout le monde est en relation avec tout le monde, c'est fantastique. Facebook, c'est totalement décentralisé. Microsoft, c'est plus classique. Vous devez avoir ça dans vos entreprises, c'est-à-dire les employés et puis ils se tirent dessus. Là aussi, c'est un truc très classique. Moi, j'ai connu ça. C'est en gros le service juridique, financier est super puissant, surdéveloppé. Et puis
l'engineering, on les met loin en Afrique ou loin parce qu'on ne veut pas les voir. Et puis bon, Apple classique, c'est plutôt comme ça qu'on voit les startups en général, c'est-à-dire tout autour du fondateur. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que ces entreprises, elles sont très liées à leur fondateur, très liées à la vision de leur fondateur. C'est pas pour rien qu'elles ont un lien particulier aussi avec leur communauté, c'est que souvent la communauté, elle est attachée à la vision. Dire Apple, on voit bien. Ici, vous avez 3 fondateurs d'Airbnb. Ce qui frappe dans Airbnb, c'est on a tout de suite l'impression d'être dans un magazine de mode. Vous mettez votre logement sur Airbnb et vous ne le reconnaissez pas. C'est pas pour rien que 2 des fondateurs sur les 3 sont designers. C'était leur job, c'est pas des ingénieurs, c'est pas des gens de l'informatique, c'est pas des start-upers, ils n'ont pas fait l'école de commerce, ils sont designers. Donc, cette patte-là, vous allez la retrouver dans toutes les décisions qu'ils prennent. Évidemment, Apple, on dit Steve Jobs, mais à côté de Steve Jobs, au conseil d'administration, vous aviez Jonathan Ive, il y est toujours, c'est le designer, et vous avez Tony Fadell. Tony Fadell, c'est l'inventeur de l'iPod, la molette. Tony Fadell, il est parti pour fonder une entreprise qui s'appelle Nest, qui a été rachetée par Google. Nest et les thermostats et les détecteurs de fumée. En gros, c'est le fer de lance de Google dans votre maison demain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas dans un département où c'est des stars et on les considère. Ils sont en conseil d'administration, ça veut dire qu'ils sont consultés sur toutes les décisions, celles qui les concernent et celles qui concernent le fonctionnement de la boîte. Donc ça aussi, c'est important. Demandez-vous si les gens qui créent vraiment de la valeur dans votre entreprise sont au conseil d'administration. Et puis, il ne faut pas rêver, on parle de technologie quand même. À un moment donné, il faut que la technologie, elle soit elle aussi représentée au conseil d'administration. C'est-à-dire, si vous êtes dans une logique où le fameux geek, alors geek, c'est les gens de la techno, ils sont au 3e sous-sol où vous avez tout sous-traité à une grosse SS2I, n'espérez pas après raconter que vous allez faire des boucles de rétroaction, du prototypage et tout ce qu'on a vu. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir discuter avec ces gens-là, il va falloir les comprendre, il va falloir qu'ils comprennent ce que vous faites. Sinon, ça va être des cahiers des charges, des recettages, et vous faites ça tous les jours. Il n'y a pas de miracle. Normalement, j'ai une autre diapo que j'ai enlevée, c'est la moyenne d'âge. C'est dur. La moyenne d'âge de ces entreprises, c'est dans les 27-28 ans. Il n'y a pas de miracle. Ils font confiance aux jeunes. C'est pas parce que c'est des jeunes qui sont geeks, il y a des très bons geeks de 40 ans. Il y en a même dans la Maison Blanche. Mais c'est parce qu'ils sont aussi dans cet esprit où, quelque part, on doit avoir une grande diversité à la tête de l'entreprise. Descend encore un truc, donc la culture, c'est ce qui est le plus difficile à définir. Moi, je considère que la culture, en fait, d'une entreprise, c'est ce qu'on va mobiliser quand on a un problème. Qu'est-ce que vous allez mobiliser? Donc certains, ça va être le département juridique, d'autres, c'est la culture. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, quand vous êtes face à une décision, vous allez chercher quoi au fond? Vous allez chercher la culture de l'entreprise. Donc ici, je reparle d'Elon Musk, pardon, mais le principal problème en fait d'Elon Musk, donc sa devise c'est rester petit mais penser grand. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être une grosse boîte pour commencer à dire que vous allez envoyer des gens sur Mars. En 2008, ils n'avaient toujours pas réussi à faire décoller une pauvre fusée, mais ils étaient déjà en train de créer ces publicités pour dire, nous de toute façon notre objectif c'est même pas d'aller sur Mars, c'est que les gens habitent sur Mars. Évidemment, ça faisait rigoler. On rigole un petit peu moins maintenant, puisque évidemment, là, il vient de faire atterrir la fusée que vous avez vue, qui atterrit sur la plateforme, et tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il a dit? Là, ça tombe bien, on va sur Mars en 2018. Ils vont sur Mars, c'est une start-up. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? C'est toujours facile, une fois qu'ils ont réussi, de dire, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il l'avait dit dès le début. C'est comme ça qu'ils recrutent des gens. C'est comme ça qu'ils recrutent les talents, qu'ils prennent les gens chez les autres. C'est pas par les salaires, c'est pas parce qu'il y a des baby-foot et des meubles de déco. C'est parce qu'il y a une vision. Les gens adhèrent à cette vision. Ils ont vraiment envie d'aller sur Mars, les gens chez SpaceX et chez Tesla. Ici, vous avez une vidéo que je vous recommande vraiment, qui est la vidéo de Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, Amazon se développe, et on est en 2001, je crois, et il va racheter une entreprise à $1 milliard. Alors à l'époque, c'était énorme. Maintenant, n'importe quelle boîte vaut $1 milliard. Et c'était une boîte qui faisait des chaussures, en fait, qui vendait des chaussures en ligne, ça s'appelait Zappos. Il y a eu des clones, ça s'appelle Sarenza, Zalando maintenant. Et donc, il y avait un vrai problème culturel. C'est-à-dire, Amazon, c'était un peu comme Uber à l'époque. C'était considéré comme le gros méchant, quoi. C'était, ils y avaient tué les libraires, etc. En France, c'était toujours comme ça, mais aux États-Unis, il y avait ça. Or, Zappos, c'était les mecs cool, quoi. C'était l'holacratie, ça existe toujours d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manager, les gens n'avaient pas de prescrit pour discuter au téléphone, et c'était une boîte qui était adorée par les utilisateurs. Et du coup, il y avait un vrai sujet, c'était comment est-ce que je peux arriver à intégrer ces boîtes. Et comment il l'a fait? Il a pris une petite caméra et il s'est filmé tout seul dans son jardin avec un pauvre paperboard avec marqué 4 mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà ce que c'est Amazon.
voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur de nous. Nous, on est obsédés par les customers, vous aussi. C'est-à-dire, notre obsession, c'est le consommateur. Toutes les décisions qu'on prend, c'est 100% le consommateur. Notre credo, c'est d'inventer. On invente en permanence. On est toujours en train d'inventer des nouvelles choses et on va arriver. On pense à long terme. Et quand il pense à long terme, il met en lien son term sheet, c'est-à-dire le document qu'il a publié la première fois qu'il est allé en bourse. C'est des documents super importants, je vous invite à les lire, hein, c'est public. Et déjà, la première fois qu'il va en bourse, il disait, nous, on vise ça, on pense à long terme, etc. Un autre credo d'Amazon, c'est de dire, nous, on investit, non pas dans ce qui va changer, on investit dans ce qui ne changera pas dans 10 ans. Et elle lui dit, dites-moi ce qui ne va pas changer, parce que c'est là-dessus que j'investis. Des prix moins chers, du choix, du support client. Et puis enfin, la vraie philosophie d'Amazon, et qui est aussi un point commun avec énormément de ces sociétés et de nouveaux entrants, c'est qu'ils sont extrêmement humbles. Pour eux, c'est toujours le premier jour. Et ils sont conscients, en fait, Always Day One, ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes jamais arrivé, il faut toujours vous remettre en question, et vous pouvez toujours arriver, en fait, à avoir un nouveau concurrent, des nouvelles réglementations, des nouvelles choses qui doivent vous remettre en cause. Et si vous prenez ces 4 choses-là, regardez si sérieusement vous êtes capable de faire une vidéo dans votre jardin qui s'adresse à des salariés et qui est vue par des millions de gens sur YouTube. On a été amené chez 15 Marches aussi à analyser en fait la vision d'une autre société qui s'appelle Pixar. Ce qui est intéressant, c'est que Pixar est vraiment vu comme une société créative de beatnik. C'est super sympa de faire des dessins animés. On se passe son temps à fumer des joints et à regarder des films. En réalité, moi j'ai découvert en fait un des manuels de management et surtout de leadership les plus puissants. C'est vraiment extrêmement structuré. Ils ont des process qui sont extrêmement calés, justement pour permettre aux créatifs d'être créatifs. Et ça aussi, c'est important. Je pense que c'est vraiment important de voir ça. C'est notamment savoir perdre le contrôle. On va retrouver un peu ce qu'on a vu chez Amazon. C'est d'imposer des contraintes, mais jamais de limites. C'est d'accepter le risque et les conséquences du risque. Tout ça, je vous invite à lire le blog, vous allez retrouver beaucoup de choses là-dessus. Enfin, pour terminer, je terminerai avec... vous connaissez Sheryl Sandberg ou pas ? Qui est en fait la vraie patronne de Facebook, c'est elle qui fait tourner la boutique. Elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Lean In, et finalement c'est ça le message. En fait, je pense que le vrai message, c'est il faut monter sur la table. Lean In, c'est monter sur la table. Alors elle le met en avant pour le statut des femmes dans l'entreprise, mais on peut dire la même chose, c'est-à-dire si vous-même vous êtes là, je pense que c'est parce que vous êtes convaincu qu'il faut faire bouger les choses dans votre entreprise, dans votre filière. Donc vous aussi, si vous pouvez, montez sur la table.